18h à Paris, 16h, temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal en français facile. Mathis Limano. Bonjour et bienvenue. Les titres de ce lundi 27 avril. Les États-Unis et l'Iran campent sur leur position. Les négociations sont dans l'impasse. Le chef de la diplomatie iranienne est en Russie, venu chercher le soutien de Vladimir Poutine dans le détroit d'Ormuz, toujours bloqué. L'Iran veut garder le contrôle. Le Mali est aussi à la une. Des attaques coordonnées contre plusieurs villes. C'était ce week-end. Djihadistes et indépendantistes revendiquent la prise de Kidal. C'est un coup dur porté à la junte au pouvoir. Son chef, Assimi Goïta, n'a toujours pas réagi à ces attaques. Et puis un orang-outan qui emprunte une passerelle pour éviter une route goudronnée construite en pleine forêt tropicale. Ça se passe en Indonésie. On vous en dit plus en fin de journal. La Russie fera tout son possible pour que la paix revienne au Moyen-Orient. La déclaration est signée Vladimir Poutine. Le président russe reçoit à Saint-Pétersbourg le ministre iranien des Affaires étrangères. Abbas Araghchi est venu chercher le soutien de la Russie alors que les négociations de paix sont dans l'impasse. Bonjour Abla Jounaidi. Bonjour. Dès sa descente d'avion, le ministre iranien des Affaires étrangères a imputé l'impasse actuelle aux Américains. Oui, rappelons que la rencontre entre Américains et Iraniens prévue initialement le week-end dernier à Islamabad a été annulée par Donald Trump samedi. Si le président américain s'est empressé de dire que les Iraniens pouvaient toujours l'appeler au téléphone, Abbas Araghchi considère que ce sont bien, je cite, les exigences excessives des Américains qui ont fait échouer le dernier cycle de négociations. Après le rendez-vous manqué d'Islamabad, Téhéran semble vouloir rassembler les soutiens diplomatiques. La visite du chef de la diplomatie iranienne à Vladimir Poutine est la dernière étape d'une tournée asiatique qu'il a menée d'Islamabad à Oman ce week-end, avec au cœur des discussions la situation dans le détroit d'Ormuz, objet d'un blocus américain comme iranien. La sécurité du passage est une question mondiale importante, a affirmé Abbas Araghchi à son arrivée en Russie. Avec le double blocus, le prix du baril de Brent est passé à environ $108 contre 72 avant la guerre. D'après le média américain Axios, l'Iran a avancé une nouvelle proposition visant à assouplir le blocus en échange de la levée de l'étranglement du passage par les États-Unis, tout en repoussant à plus tard les discussions sur le dossier nucléaire iranien. Abla Jounaidi dans votre journal en français facile. Et alors que les négociations piétinent, Donald Trump va tenir ce lundi une réunion de crise sur l'Iran, réunion avec son équipe dirigeante de sécurité nationale et de politique étrangère. C'est à Washington qu'est attendu dans les prochaines heures le roi Charles III, visite sous haute tension pour le monarque britannique. Donald Trump reproche à son allié historique son manque de soutien dans la guerre contre l'Iran. Une visite particulière aussi car elle intervient 2 jours après la fusillade au gala de la presse. Le tireur va d'ailleurs être présenté aujourd'hui à un juge. D'après les premiers résultats de l'enquête, il voulait éliminer des membres de l'administration américaine, dont le président Donald Trump. Le suspect, un professeur de 31 ans vivant en Californie, avait rédigé un manifeste, un texte expliquant son passage à l'acte. Il devrait être inculpé pour usage d'armes à feu et agression d'un agent fédéral. Au Liban, le cessez-le-feu semble bel et bien enterré. L'armée israélienne dit avoir frappé des positions du Hezbollah à l'est du pays, dans la plaine de la Beka. Le groupe pro-iranien rejette toujours les négociations en cours, refuse de déposer les armes et assure répliquer à ces attaques. De son côté, le président du Liban accuse le Hezbollah de trahison, d'entraîner le pays dans la guerre, dit Joseph Aoun. Il rajoute qu'aucun accord humiliant pour le Liban ne sera signé avec Israël.
Un calme relatif après un week-end chaotique au Mali. Les djihadistes du JNIM et les indépendantistes du FLA ont lancé une série d'attaques coordonnées sur plusieurs villes. Dans le nord, Kidal est tombé entre leurs mains après l'annonce du départ des miliciens russes de l'Africa Corps. Bamako a aussi été victime de plusieurs assauts, tout comme Kati, la ville garnison à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Le ministre de la Défense, Sadio Camara, y a été tué. Situation très confuse donc, d'autant plus que le chef de la junte, les militaires au pouvoir restent silencieux. Il n'est toujours pas apparu en public depuis ces attaques. Comment expliquer le silence d'Assimi Goïta? Réponse avec Jean-Hervé Jézéquel, directeur du projet Sahel à International Crisis Group. Une série d'attaques graves, la mort du ministre de la Défense, l'atteinte du domicile d'autres personnalités, c'est une situation sérieuse, c'est normal que le président soit sécurisé. Pour le moment, on a entendu le ministre de la Décentralisation, qui est aussi le porte-parole du gouvernement, le chef d'état-major des armées. Mais c'est vrai que le coup porté par la coalition du FLA et du JNIM est sévère. Les autorités semblent un peu sonnées, hésitantes sur la phase qui va suivre. Il y a beaucoup de spéculations en ce moment sur la suite des événements, toute une série de rumeurs qui courent au sujet du sort des hautes personnalités de la junte, voire aussi de possibles manœuvres, de renversements, d'ajustements majeurs au sommet de l'État. Je crois qu'il faut rester prudent sur tout ça. C'est aussi une bataille des récits qui se déroule maintenant. Mais encore une fois, la situation reste volatile. Jean-Hervé Jézéquel, invité de Nicolas Sur dans Afrique Midi, lui a rendu visite à des blessés de l'assaut contre la ville de Kati. Le premier ministre malien, le général Abdoulaye Maïga, s'est rendu au CHU de Bamako cet après-midi. Ce crash d'avion au Soudan du Sud, un petit avion s'est écrasé près de la capitale Djouba. Les 13 passagers et le pilote sont morts. Les mauvaises conditions météorologiques seraient à l'origine de l'accident d'après les premières conclusions de l'enquête. En France, la colère des surveillants pénitentiaires face à des prisons qui débordent. Depuis ce matin, plusieurs prisons sont bloquées à l'appel d'un syndicat. Ils dénoncent la surpopulation carcérale en constante augmentation. En France, il y a 63 000 places en prison pour 87 000 détenus. À 45 jours du coup d'envoi du mondial de foot, le capitaine de l'équipe de France se blesse. Kylian Mbappé est sorti hier après une blessure à la cuisse gauche lors du match entre le Real Madrid et le Betis Séville. L'attaquant français devrait rater le prochain match avec son club, mais son équipe médicale se veut rassurante. Il devrait bien être présent avec la France pour la Coupe du Monde. On en vient à cette première dans le monde animal. En Indonésie, un orang-outan de Sumatra a été filmé en train de traverser une passerelle spécialement construite pour ces grands singes. Elle leur permet d'éviter de passer par une route goudronnée, route construite en pleine forêt tropicale. Les orang-outans de Sumatra sont classés sur la liste des espèces en danger critique d'extinction. Bonjour Stéphanie Schuller. Bonjour Mathis. Les autorités indonésiennes et les associations locales espèrent que grâce à ces passerelles, les constructions humaines auront moins d'effets néfastes sur la vie de ces grands primates. Oui, c'est un jeune mâle qui s'avance prudemment sur la passerelle. Ses pieds se posent sur la double corde suspendue dans la canopée. Ses mains tiennent une autre corde tendue au-dessus de sa tête. Au milieu de ce pont, l'orang-outan s'arrête. Il regarde la route en contrebas avant de poursuivre son chemin et de disparaître dans la forêt dense de l'autre côté. Ces images, enregistrées par un dispositif scientifique, une caméra cachée si vous voulez, ont suscité l'enthousiasme. En 2024, des associations de défense de la nature avaient installé 5 de ces passerelles au-dessus de la route Lagan-Pagindar, un axe qui est qualifié de vital pour des communautés isolées de la province de Sumatra du Nord. Mais cet axe coupe le territoire de 350 orang-outans en deux. Il a fallu attendre 2 ans avant que le premier de ces primates n'ose cette traversée par-dessus la route. La fragmentation de leur habitat est la principale cause de la disparition des orang-outans. Par conséquent, le succès des passerelles est une excellente nouvelle, mais qui ne peut faire oublier le problème de fond. Les routes sur Sumatra ont toujours facilité la déforestation et ça pose à terme un risque existentiel pour les orang-outans
courant autant. Stéphanie Schuller, service climat-environnement de RFI. Pour refermer votre édition, elle est à réécouter et à lire sur françaisfacile.fr.rfi.fr. Vous pouvez également y retrouver des exercices pour apprendre ou parfaire votre français. Il est 18h10 à Paris. Merci d'écouter RFI. Tout de suite, c'est Radio Foot International.